vous souhaite la bienvenue à bord du Pibal, notre bateau de promenade. Nous allons partir ensemble pour 2 heures de navigation sur la Dordogne. Mais pas tout à fait, encore quelques mètres, puisque nous sommes encore pour l'instant sur la rivière qui s'appelle l'Isle. Puisqu'ici nous sommes sur une zone de confluence, c'est pour ça qu'il y a 3 bras d'eau qui se rejoignent ici. Donc nous sommes dans la rivière qui s'appelle l'Isle et nous allons rejoindre la Dordogne dans 2-3 mètres encore. Voilà, je vais vous présenter l'équipage puisqu'on est parti ensemble pour 2 heures, les amarres sont larguées, vous êtes obligés de rester à bord maintenant. Le capitaine qui vous a accueilli, c'est Rémi. Rémi, il est au centre du bateau. On ne va pas l'apercevoir, mais sachez que c'est le meilleur capitaine du Libournais qui va vous conduire cet après-midi en toute sécurité. Voilà. Moi, je m'appelle Agnès, je suis guide et je vais vous parler de la Dordogne pendant notre promenade. Alors, juste avant de partir, je voudrais savoir si tout le monde parle français. C'est bon, tout le monde est francophone? Un petit peu? Ok. Si vous avez des questions, on se débrouille entre le français et l'anglais. N'hésitez pas. Okay. On a tout simplement, il faut prendre en compte le débit de la rivière aussi, qui rentre dans l'équation de la marée ici à l'île. Pourquoi il n'y a pas de pêcheurs? Alors il y en a, on a quelques pêcheurs professionnels, ils sont assez rares. Une des explications, c'est peut-être parce que le nombre de poissons diminue. Voilà. Donc on va avoir des pêcheurs professionnels, des pêcheurs amateurs aussi. On a des pêcheurs au carrelet, vous allez voir des carrelets pendant la croisière de cet après-midi. Et quand je parle avec eux, ils me disent que cette année, c'est vraiment... on n'attrape rien, voilà. C'est pas terrible. On avait énormément de poissons autrefois dans la Dordogne. Là, c'est vrai que les temps sont compliqués pour les poissons et donc pour les pêcheurs. Alors, pourquoi? Peut-être que vous allez vous demander. Il y a plusieurs facteurs en fait, on ne peut pas accuser... Si je parle aux fédérations de pêche, ils vont me dire que les pêcheurs professionnels en prennent trop. Si je parle aux pêcheurs professionnels, ils vont me dire c'est le silure qui va amalgamer des petites nanoparticules d'argile qui vont venir troubler la couleur du sang, comme ça. Alors, des fois, il y a le même phénomène sur la Garonne. On parle de café au lait, mais on n'a pas tout à fait la même teinte entre la Garonne et la Dordogne. Parce que la Garonne, elle arrive des Pyrénées, et la Dordogne du Massif central, ce ne sont pas les mêmes sédiments qu'on a dans l'eau. Donc ça vient, la différence, elle vient à ce niveau-là. Elle n'est pas sale. Si vous prenez une bouteille que vous la laissez décanter, vous allez voir, elle va redevenir complètement transparente et on aura un petit détour au fond. Alors on va essayer d'apercevoir, qu'est-ce qu'on peut apercevoir à votre avis sur les rives de la Dordogne? Les poissons c'est dur, surtout que l'eau n'est pas très claire. On va apercevoir des oiseaux. Vous avez une idée de ce qu'on peut apercevoir comme oiseaux? Des hérons. Alors, différents types de hérons. Alors, on a plein de petites aigrettes encore. Sur l'arbre à gauche, on dirait des fleurs, mais ce sont bien des oiseaux. Des fois, il s'avance dans les terres.
partie on longe sur la rive gauche la commune d'Arvers. Sur la rive droite, c'est la commune de Fronsac, mais on est vraiment à un endroit où la Dordogne fait deux méandres successifs. Donc, la partie à gauche, c'est ce qu'on appelle la Palue d'Arvers, où on va avoir beaucoup de champs, des vignes, des zones humides. C'est pour ça qu'on a pas mal d'oiseaux aussi qui vont se loger par là. Là, on est en train de passer juste sur l'arrière du château Lartaud, qui est un château viticole, que vous apercevez quand vous allez sur la route entre Libourne et Arvers. Alors juste pour les cigognes, on a vu le nid, malheureusement, ou heureusement, nos petites cigognes ont grandi à ce niveau-là. Ça fait qu'une vingtaine d'années que dans notre région on a retrouvé des cigognes. Il faut savoir qu'elles étaient très présentes au Moyen-Âge et qu'elles ont disparu. En 1974, donc il y a 50 ans, il restait 11 couples de cigognes en France. Il y en avait 9 en Alsace, un dans la région nantaise et un vers la Normandie, je crois. Donc elles étaient vraiment en voie d'extinction. Et heureusement, depuis, ça va mieux, on commence à avoir des colonies. L'endroit où on a le plus de cigognes aujourd'hui en France, c'est plus l'Alsace, c'est la Chine, parce qu'on les voit souvent dans les pylônes électriques. Dans les Landes, elles adorent se mettre sur les voies de chemin de fer, sur les caténaires, les voies de chemin de fer. Et c'est surtout qu'elles trouvent à manger aussi. Et une des explications qui serait d'expliquer la hausse de nourriture, donc ça se passe pas au niveau des poissons, c'est un petit animal rouge avec des pinces on en parle beaucoup cette année parce qu'ils ont tendance à pulluler. Les écrevisses, et plus particulièrement les écrevisses de Louisiane. Donc, a priori, les cigognes elles peuvent venir nombreuses encore, il y a de quoi manger. C'est beaucoup nuisible, ouais. Enfin, c'est horrible de classer les animaux comme ça, mais ça fait du dégât sur d'autres espèces, ça crée un déséquilibre et ça fait beaucoup de dégâts. On est en train de passer là au niveau d'un petit port sur la gauche du bateau. Vous voyez les maisons? Vous voyez peut-être moins le port. Voilà. C'était un port autrefois, ici il s'appelle Port-la-Roque, on est sur la commune d'Arvers, on a quelques petits carrelets, donc ces petites cabanes de pêche sur pilotis qui ne peuvent pas excéder 4 mètres sur 4 qu'on trouve sur les bords des cours d'eau où on va avoir ici la marée. C'est un système de pêche qui est très courant dans tout l'ouest de la France, on dit qu'on pêche au carrelet du Pays Basque jusqu'au sud de la Bretagne. La contrainte, c'est qu'on ne maîtrise pas l'itinéraire, il faut suivre le cours d'eau. Ça peut être dangereux et c'est assez lent. Ouais. Donc il y a Anne-Marie Copula qui parle des gens de la rivière. C'est une jolie expression qui rend hommage à tous les gens qui transportaient, qui chargeaient, déchargeaient les bateaux, qui contrôlaient les marchandises. Voilà, les lavandières qui allaient, voilà. Et tous ces échanges qu'il y avait entre les humains et la rivière qu'on a perdus au début du XXe siècle et qu'on a arrêté de faire du transport de marchandises. Donc là, c'est un autre port, c'est le port d'Arvers cette fois-ci. Comme pour Port-la-Roque, pas de bateau aujourd'hui. On a un petit ponton qui ne paye pas de mine. Je ne sais pas si vous y mettrez les pieds. On a des carrelets aussi. On a un là. Donc quand vous allez dans ces petits villages, on va retrouver tout le long de la Dordogne et jusque les derniers, ce sera au niveau de la Corrèze. Vous avez des petites maisons collées les unes aux autres, avec des toutes petites routes. C'est comme un village de pêcheurs sur la côte. C'est la maison du capitaine. On est en train d'arriver devant un château viticole, qui s'appelle le château Lelot. On va faire un petit point sur le vin.
Si vous vous promenez en Gironde, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de jolies appellations. Et quand on est sur la rivière, on est sur une carte. Et bien, vous auriez trouvé, mentionné sur la carte, dans le Libournais, on aurait eu deux villes importantes. Les deux villes importantes, ben, c'était Varatedo, la ville de Vers, devant laquelle on va passer. Et l'autre ville importante, c'était pas du tout Libourne, hein, ni même avec son nom de l'époque, c'était Coutras, l'autre ville importante dans la région, Portérat. Aujourd'hui, Coutras et Vers sont devenus plus modestes, mais c'est des villes importantes. Alors pourquoi Varatedo c'était célèbre dès cette période-là? Ben, Varatedo en latin ça voudrait dire le passage, et donc c'était un des endroits où on franchissait la rivière. On n'avait pas vraiment de pont sur la Dordogne vu la largeur de ce côté-ci. Et pourquoi on franchissait la Dordogne à Vers? Ben, peut-être pour la même raison qu'on vient y voir le Mascaret aujourd'hui, c'est parce que c'est un des endroits sur la Dordogne qui, contrairement à Libourne, est très peu profond. Et notamment au niveau de Saint-Pardon, qui est face à vous là-bas. On le verra un petit peu mieux depuis le château de Vers. Donc là, on passe au niveau du port de Vers cette fois-ci. Je ne sais pas si on peut dire qu'il est plus important, on voit bien la cale. Parce qu'il reste une calée d'un ponton. Ainsi que 3 carrelets communaux, je crois. Est-ce qu'il y a des pêcheurs au carrelet aujourd'hui parmi vous? Non. Bon, de toute façon, tous les pêcheurs que j'ai rencontrés cette année m'ont dit que cette année c'est une catastrophe. À chaque fois qu'ils y sont allés, on ne trouve rien. On nous racontait les pêches d'autrefois où à chaque descente du filet, on avait du poisson. Et ça améliorait bien l'ordinaire, hein, puisque à la base, le carrelet, c'est un petit peu comme le jardin potager. On fait ça pour avoir de la nourriture en plus, tout simplement. Alors on le compare souvent, le carrelet, aussi à la palombière, à la chasse. Ce que nous disent les gens, c'est que même si vous attrapez rien au carrelet, vous passez quand même un bon moment, parce que les gens viennent avec leur pique-nique, leurs bouteilles. On distingue un petit peu mieux le port de Vers en face. Et surtout, je vous invite à regarder sur la gauche parce qu'il va apparaître un petit peu comme... pas comme par magie, puisque c'est pas de la magie, c'est juste qu'il est caché par la végétation. On va découvrir le château de Vers. Alors, est-ce qu'il y en a qui l'ont visité, le château de Vers, déjà? Oui, il y a longtemps? Cette semaine. Il y avait du monde? Un peu, oui. S'il n'y en a pas maintenant, hein. C'est ça. Tu l'as visité aussi? Comment ça? Ah, il y a un an. Il n'y a pas trop longtemps, ça va. C'était bien? Oui. Alors sur le site du château de Vers, à l'époque antique, on est toujours dans nos voyageurs, toujours des voyageurs du temps, il y avait un site de poterie au niveau des jardins. Il y avait un four à poterie, on a retrouvé des restes lors des fouilles. Et ça, sur l'histoire de l'Aquitaine, alors une Aquitaine à taille variable et à frontière variable, hein, bien sûr, ça va être très important dans l'histoire de notre région. Voilà, donc au moment de la guerre de 100 ans, le château de Vers va pas être épargné non plus. Donc à cette époque-là, on a un pont-levis avec un pont-levis qu'on peut relever, on a des fossés qui entourent le château, on a un donjon, donc on est toujours sur un château défensif.
Après la fin de la guerre de 100 ans, donc au milieu du XVe siècle, on est toujours sur un système défensif, puisque les siècles suivants, notamment le XVIe siècle, ça va être marqué par les guerres de religion. Il faut savoir que c'est un château qui a appartenu pendant 3 siècles à la famille d'Albret, et que Jeanne d'Albret, notamment la mère d'Henri IV, faisait partie des personnes qui avaient rejoint la religion réformée. Monsieur, vous avez raison. On n'a pas tous le droit de pêcher, les pêcheurs professionnels, mais avec des quotas. Donc des quotas, ça veut dire un tout petit peu. Et moi, j'en ai jamais vu chez le poissonnier, ni au restaurant. Donc souvent, ça repart, c'est exporté du côté de l'Asie. Parce que elles partent des rivières d'Europe, elles vont dans la mer des Sargasses et elles reviennent dans les rivières d'Europe, elles vont pas en Asie. Or, apparemment, ils ont remarqué que c'était bon l'anguille aussi. Ils récupèrent des alevins pour les faire grandir, parce qu'ils n'ont pas de petites anguilles chez eux. On va commencer par celui-là. Je vous laisse réfléchir sur d'autres poissons migrateurs, après on verra si on les a dans la Dordogne ou pas. Ça c'est la bivalve. La ciblée. Ça va devenir une grande et belle anguille. C'est la lamproie qui est cuisinée avec du vin rouge, avec le sang de l'animal, beaucoup de poireaux. Après chacun a sa recette. Et la lamproie c'est vraiment un animal particulier puisque c'est un parasite qui va se fixer sur les autres poissons pour se nourrir. Et donc voilà. La photo qui fait peur c'est ça. Elle est agrandie. Hein. Alors c'est pire que l'épibale, madame? Je vois que madame n'apprécie pas. La capitale c'est Sainte-Terre. La ferme du Cabestan qui est bien connue dans le coin. Voilà. Ça respire avec. Là ça va. Ça va. Ok. Je vais la montrer devant. On va voir si ma petite lampe a plus de succès. Donc avec ça, elle va se ventouser sur les poissons. Et avec le petit crochet là, elle va aspirer les fluides corporels du poisson. Voilà. Donc elles peuvent s'accrocher aussi à un bateau, à une pierre, parce qu'elle n'a pas de nageoire sur le côté. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est un animal très curieux qui n'a pas évolué depuis 300 millions d'années. Alors, je vous montre la lamproie à la bordelaise, mais il faut savoir que depuis le printemps dernier, la pêche à la lamproie était suspendue. Donc c'est peut-être ce qu'on appelle un ancien patrimoine aujourd'hui. À moins que vous ayez encore quelques recours. Et je ne sais pas ce qui va advenir. Je n'ai pas d'informations. Ah, c'est bon? Vous avez goûté déjà? Pas encore, ah, mais ça a l'air bon. Voilà. C'est la lamproie à la bordelaise. Voilà. Alors les enfants, ils sont souvent moins impressionnés que les adultes, c'est marrant. On s'attend à ce qu'ils aient peur, mais...
Voilà. Après, je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont vu Dune. Ça vous fait pas penser au verre de sable quand vous voyez la bouche? Non. Vous avez pas vu? C'est la lampe. La lampe 3? C'est Team lampe 3 alors. Je vais garder celui que j'ai sous la main. Voilà, on va aussi avoir des mulets, on va avoir des aloses. Ils sont protégés aussi, ça fait partie des animaux emblématiques de la Dordogne. On avait aussi autrefois des esturgeons. Les esturgeons, c'est ces grands poissons avec le nez tout fin, avec lesquels on fait le caviar. Donc là, c'est protégé depuis les années 80. On essaye depuis les années 2000 de les réintroduire, mais ça prend beaucoup de temps. Donc c'est pas ce qui va advenir. Et puis un dernier animal que je voulais vous montrer, parce que c'est ce qu'on va avoir de plus gros aujourd'hui dans la rivière, c'est pas un poisson migrateur, c'est un poisson qui a été introduit. Dans la Dordogne, on parle des années 80 pour la pêche sportive, mais c'est un poisson qui est présent dans toutes les rivières maintenant, c'est celui-là. Le silure. Voilà. Qui a sauté? Oui. Apparemment, ils aiment bien Libourne, les silures. Après, ils s'adaptent très très bien partout où ils ont été introduits. À l'origine, il est plutôt du côté du Danube, du Rhin. Et vous imaginez, quand vous mettez un poisson comme ça, au début c'est petit, donc il fait partie de la chaîne alimentaire des autres, mais quand il dépasse 1 mètre, il n'a plus de prédateurs, il continue à grandir, et c'est un redoutable prédateur. Elle encore aller se baigner dans la Dordogne. Il faut savoir que ça peut vous caresser les jambes. Alors dans la Seine, il y en a. Dans la Marne, enfin en fait, c'est des requins qu'ils ont mis dans le film, je crois. Avec un silure, ouais. Je n'ai jamais entendu parler de silure qui mange des humains. Alors, on m'a dit cette semaine qu'ils mangeaient les enfants. Alors les enfants poissons, oui, je veux bien. Celui-là, bon, il y en a partout. Voilà. Ils ont bien compris que quand ils se mettent au niveau des passes à poissons, au niveau des barrages, c'est jackpot. Mais à Libourne, ils s'éclatent aussi, on les voit souvent. On entend des clats des fois quand on est au bord de l'eau. Il y a des trucs qui remontent. Alors, bonne question. Ça se mange le silure, mais on va en manger environ que 30%. Ça veut dire que là, sur 70 kg, vous allez manger à peu près que 20 kg. Alors pourquoi? Parce qu'il a un gros cartilage en point haut, les parties les plus dures. Voilà, donc le tertre de Fronsac, c'est un point haut pour la Gironde. Hein. Il culmine à 73 mètres de haut. Ce qui est ridiculement petit, mais voilà, si c'est le plus haut par rapport à ce qu'il y a autour, c'est quand même un point haut, et pour nous ici en Gironde, qui est un département bas. Donc un point haut au bord de la rivière, et bien, ça sera toujours un lieu stratégique parce qu'on peut surveiller ce qui arrive depuis l'aval ou depuis l'amont d'ailleurs. Ça ne va pas échapper à un personnage célèbre au 8e siècle, en 769. On peut s'imaginer beaucoup de forêts, la Dordogne, les bateaux. Alors qui c'est qui est venu installer un camp fortifié sur le tertre de Fronsac? Et bien c'est Charlemagne. Voilà, avant d'inventer l'école, hop, il est venu ici. Avant ou après, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il vient faire dans notre région? Parce qu'on est d'accord, il n'a pas vraiment d'attache avec le sud-ouest. Il vient pour mater les ducs d'Aquitaine. Donc au 8e siècle, on est sur un duc d'Aquitaine qui s'appelle Hunold, Hunald. On trouve toujours à Libourne. Alors maintenant, elle est dans l'église Saint-Jean-Baptiste. Vous pouvez la voir. Si vous le souhaitez. Et sinon, on va retrouver dans la ville de Libourne, dans les noms, j'ai entendu, qui c'est qui m'a dit, hop, vous êtes allé à quel parc pour pique-niquer ce matin? À l'Épinette. Et bien l'Épinette, c'est cette petite épine offerte au 8e siècle, enfin au 9e siècle, puisqu'on est en 811, par Charlemagne. Donc le quartier derrière la gare, c'est l'Épinette, à cause de cette petite relique. En fait, au 12e siècle, ils vont bâtir une chapelle pour l'abriter.
la chapelle de l'Épinette, et aujourd'hui on a le quartier d'Épinette. Voilà. On a un autre personnage célèbre en lien avec le tertre de Fronsac, c'est le cardinal de Richelieu. Charlemagne parti, le site va continuer à être occupé, et aux alentours du XIIIe siècle, il y a une forteresse avec des remparts qui va être bâtie sur le duché de Fronsac, qui va être détruite en 1650. En 1650, il y a un duc de Fronsac qui a un mauvais voisin, on va dire. Ce qui fait que les Libournais vont s'en plaindre, vont s'en offusquer, vont s'en plaindre auprès du roi Louis XIII. Alors, j'ai pas le détail de ses mauvaises actions, mais je sais qu'il a attaqué la Bastille de Libourne plusieurs fois. Il va être condamné à mort et son duché va être confisqué. Et il va être offert au cardinal de Richelieu. C'est pour ça que vous avez un château Richelieu dans le Fronsac. Au centre de cet échiquier, on va mettre une place qui va être dédiée au commerce. C'est là qu'on va faire le marché, si vous voulez. Vous êtes déjà allé au marché? Oui. Et bien déjà, au XIIIe siècle, on faisait le marché. Et puis, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont joué à SimCity ou à des jeux un peu voilà. On crée on trouve des ressources, on fait venir des villageois, et puis notre ville grossit, ils travaillent, donc voilà. Et bien les Bastides c'était ça, mais dans la vraie vie au XIIIe siècle. Donc on leur donne des parcelles, charge à eux par contre de conduire leur maison très rapidement, ils avaient un an à peu près pour la construire. Si au bout d'un an la maison n'était pas construite, hop, on prenait la parcelle et on le donnait à quelque chose. Il faut s'imaginer ce que c'est la vie au XIIIe siècle, c'est pas évident. Donc la Bastide de Libourne, c'est une Bastide royale anglaise et surtout une Bastide portuaire. Parce que ce qui va faire que Libourne va être un succès, il y a certaines Bastides qui n'ont pas marché, hein. C'est comme dans les jeux, des fois ça ne marche pas. Il n'y a pas assez de ressources. Mais Libourne, ça va formidablement bien marcher. Et la ville va vraiment se développer. Surtout que le port de Libourne pouvait recevoir des bateaux qui venaient à la fois de l'Atlantique et on envoyait par exemple pour exporter du vin. On pouvait recevoir des bateaux fluviaux aussi, des bateaux de rivière qu'on appelle des gabarres, ces bateaux à fond plat. Depuis la Corrèze, le Lot, la Dordogne, qui vont descendre du bois souvent, du vin aussi parfois, mais ils sont chargés quand même d'avoir écoulé le vin de Libourne avant de proposer d'autres à la vente. Des bateaux qui pouvaient arriver de Lille aussi. Et vous avez le secret de la réussite de cette belle Bastide de Libourne. Voilà, très vite, dès le début du XIVe siècle, Libourne va s'entourer de remparts. Ça, on va y revenir un petit peu après. Voilà, côté Arvers, vous avez deux belles maisons de négociants. On a le moyen de transport avec la Dordogne et puis ce débouché qui part vers l'estuaire, vers l'océan Atlantique. On a du vin, et bien il y en a à qui ça n'a pas échappé. Et souvent, nos négociants à l'origine, c'était des familles corréziennes. Donc le lien à tout trouver, c'est la Dordogne, qui étaient de bons commerçants, on dit, qui sont venus s'implanter négociants à Libourne. Et il y a certaines familles qui sont là depuis 200-300 ans qui font du négoce. Alors aujourd'hui, vous avez vu, ce n'est pas vraiment des bateaux qui vont transporter du vin. On a de la chance, on a un bateau aujourd'hui. C'est Nick Diamond et la Madocche, ce sont des bateaux de croisière. De croisière fluviale.
Donc ce sont des gens qui vont partir pendant une semaine, qui vont naviguer en général sur la Garonne, la Dordogne, un peu l'estuaire. Il faut savoir qu'il y en a 5 qui viennent ici chaque semaine faire escale à Libourne. Donc là on en a 2. Il nous manque quoi? Le Bon Voyage, le Viking Forsetti et le Cyrano de Bergerac. Donc en moyenne on a entre 100 et 140 passagers. Et ça représente 20 000 passagers qui viennent faire escale chaque année ici à Libourne. Voilà, c'est depuis 2011 que le port a été réhabilité et a revu des bateaux venus. Voilà. Il s'arrête ici à Libourne parce que on est en navigation maritime ici jusqu'au pont de Pierre. Après on part en navigation fluviale et quand on a un pont ça permet de relier les deux rives. Mais ça vient couper un peu la navigation. Même nous, avec notre petit bateau, le Pival, si on voulait passer, il faudrait partir à marée basse pour remonter la Dordogne, pour pouvoir passer sous les arches du pont. Mais au moment où la marée va monter, pour avoir suffisamment d'eau et ne pas se retrouver échoué, parce que dès qu'on remonte après du pont, on a beaucoup moins de profondeur aussi. Alors le pont qui est face à nous, c'est le pont qui permet de relier Libourne à Arvert. Le pont de Pierre. On me dit souvent qu'il a un petit air de celui de Bordeaux, et oui, effectivement. Mais 2 ans après, 1824, à Bordeaux c'était en 1822. Et surtout, c'est le même architecte. Et la 5e arche en partant de la gauche n'est pas tout à fait la même couleur. Ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est en 1944. Au moment où les Allemands vont quitter Libourne. Pas que. Ils vont, pour éviter d'être poursuivis, détruire les ouvrages qui franchissent les cours d'eau. Ici à Libourne, ils vont détruire le pont de Pierre, le pont de chemin de fer qu'on aperçoit à travers les arches du pont de Pierre, et le 3e pont, c'est le pont sur l'Isle qu'ils vont détruire. On va voir dans quelques secondes, dans quelques minutes. Et donc en 1945, quand ils vont reconstruire le pont, ça permettait. Nous, on a connu le Covid, mais je crois que la peste, c'est pas du tout comparable. Vous imaginez fermer les portes. Alors les remparts, ils vont être supprimés à la fin du XVIIIe siècle. On est juste après la Révolution française, donc un gros changement de mentalité dans la société. Période où la démographie la population va augmenter. Alors ils n'ont pas attendu de détruire les remparts pour habiter à l'extérieur, information. Mais c'est un peu partout, 18e, début 19e, la période où on va détruire les remparts et où on va aménager des grands cours. Ici à Libourne, si vous prenez le cours des Girondins, les allées Tourny, les allées Robert Boulin, et puis la rue du Président Wilson, vous avez à peu près le tracé des anciens remparts. Sur l'eau, sur la Dordogne et l'Is, il faut compter à peu près du pont de Pierre sur la Dordogne au pont de Fronsac qu'on voit aujourd'hui, même si on est d'accord, à l'époque de la Bastide, il n'y avait pas de pont. Ça arrivé après. Et donc on est en train de passer là devant la porte du Grand Port. Voilà. Depuis assez loin, on voit la tour la plus grande, qui a le toit en ardoise. Et maintenant qu'on est en face, alors on est en train de longer le quai des Salinières. Donc l'adjectif salinière, ça se rapporte au sel. Ça vient rappeler que Libourne avait obtenu, sous la période anglaise, un droit sur le sel. Libourne était grenier à sel. Tous les bateaux qui passaient de Bourg, donc au moment où vous sortez de l'estuaire pour entrer dans la Dordogne, jusqu'à Bergerac, qui était le prochain grenier à sel, tous les bateaux qui transportaient du sel devaient payer une taxe à la ville de Libourne. On arrive dans la dernière minute de notre promenade. Moi, je voulais déjà vous remercier d'être venu faire ce tour avec nous sur la Dordogne cet après-midi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je voulais remercier notre capitaine. Il est où, Rémi, déjà? Est-ce qu'il est toujours là? Il est toujours là. Alors, je voulais remercier notre capitaine Rémi,
de nous mener encore et toujours à bon port. Je vais vous donner quelques petites consignes de sécurité pour le débarquement. C'est très simple, je vais juste vous demander de bien vouloir rester assis jusqu'à l'amarrage complet du bateau. Voilà, vous avez compris, ici on a les courants de l'Ils, les courants de la Dordogne et potentiellement la marée, un petit coup de vent. C'est pas souvent, mais il arrive des fois qu'au moment de l'amarrage, le bateau peut taper un petit peu le ponton. Voilà. Quand on est assis, il se passe rien. Voilà, je vous laisse profiter de Festart ce week-end, c'est encore aujourd'hui et demain. Et puis je vais vous souhaiter une très bonne après-midi, puis je vous dis peut-être à une autre fois, pourquoi pas sur la Dordogne ou ailleurs. Merci beaucoup.